Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce dîner-conférence dans le cadre de la semaine minière. Je me présente, Robert Cloutier, président de la section ICM à Amos. On arrive déjà à la fin de la semaine minière, mais je pense qu'on peut être fier de la semaine de notre industrie. Et au nom du comité organisateur, je voudrais dire un grand merci. Mais évidemment, je commence toujours par les commanditaires. Puis, pendant la semaine minière, pour les conférences, on a un groupe de commanditaires particuliers. Attends un petit peu, on va commencer par ici. Les présentateurs des conférences. Je sais que je suis à l'envers et que c'est très opaque, là, mais il y a Dubé, Amex, Dumont-Nickel, Petronor, Megizi. Megizi, c'est avec Metal Marquis. Et McMind. Un gros merci. C'est grâce à vous autres qu'on fait nos conférences. Je suis moins sexy que les jeunes femmes à la télévision. C'est pour ça que je me cache en arrière du panneau quand je le montre. Effectivement, un gros merci aux commanditaires. Je reviens là-dessus parce que tout au long de l'année, sans les commanditaires, on ne réussira pas à faire les activités. Mais particulièrement dans la semaine minière, je voudrais aussi prendre le temps de remercier les gens qui sont en arrière de ces logos-là. C'est grâce à eux et à leur implication dans leur entreprise qu'on réussit à justement avoir nos commanditaires. Votre soutien démontre vraiment que vous croyez réellement à l'importance de faire connaître notre industrie, de la rendre plus accessible et plus humaine. Encore une fois, merci aux entreprises et aux personnes qui se sont impliquées bénévolement dans l'organisation des activités de la semaine minière. Ceux qui ont organisé les activités, particulièrement ceux qui ont organisé les activités, les entreprises qui ont ouvert leurs portes, qui ont pris le temps d'expliquer, d'échanger, puis de partager leur réalité avec les gens du Québec, parce qu'il n'y a pas juste en Abitibi que ça se passe, c'est partout au Québec. On parle souvent des minéraux, des équipements, des chiffres. En passant à parler des minéraux, je reviens à ma parenthèse de lundi. L'industrie minière, c'est la première étape pour pouvoir créer les bâtons de hockey, les filets de hockey, les pucks, les équipements, des beaux chandails rouges, là, avec un C dessus. C'est vraiment la première étape, puis c'est important. Fait que c'est pas juste des chiffres, mais la semaine nous sert surtout à nous rappeler des choses essentielles. C'est que derrière chaque projet, il y a des femmes, il y a des hommes qui sont engagés, qui sont impliqués dans leur milieu, puis qui sont soucieux de bien faire les choses. C'est vraiment quelque chose qu'il faut montrer, puis qu'il faut démontrer. À travers toutes les activités qui ont été faites, on a justement été capable de montrer que l'industrie est une industrie responsable, vraie, humaine, innovante, une industrie profondément enracinée dans son milieu. Nous tous, nous avons contribué à rendre accessible l'industrie minière en rappelant son rôle fondamental dans notre quotidien et dans la transition vers un avenir durable. La semaine minière, ce n'est pas juste un événement sur le calendrier. C'est un moment où on prend le temps de raconter qui nous sommes, ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons. Fait que tout au long de l'année, là, je vous encourage à être des ambassadeurs de l'industrie minière. C'est vraiment important. Continuons à ouvrir nos portes, à parler de notre réalité avec transparence, à faire rayonner notre industrie avec fierté, parce que ce rayonnement commence toujours par nous, individuellement. Merci à toutes et à tous, puis à l'an prochain pour une nouvelle édition de la Semaine minière. On a déjà commencé à préparer des choses pour l'année prochaine. C'est déjà en cours de réflexion. Mais en attendant, on est encore ici. Je vais vous demander d'éteindre votre cellulaire. Vraiment important. Pas avoir d'interruption pendant
les présentations. La première conférence, qui est un 15 minutes techno, va être présentée par Eric Mag de CoreLift et son collègue Eric, dont j'ai un blanc de mémoire. En fait, je ne l'ai pas noté. C'est quoi? Dumais. Eric Dumais, excusez. Les deux vont nous présenter CoreLift. Monsieur Mag dirige CoreLift, une corporation canadienne spécialisée dans la production et la distribution d'équipements miniers ergonomiques destinés au site d'études de la carotte, en québécois une carothèque ou un CoreShack. En 1994, il a obtenu son baccalauréat en commerce avec une spécialisation en marketing et ressources humaines à l'Université Concordia. Fort depuis plus de 25 ans d'expérience à divers postes de direction dans le secteur minier, Eric apporte une gamme de connaissances techniques par rapport aux travaux de géologie et de géosciences, ainsi qu'un large réseau au sein de la communauté minière nationale et internationale. Axé sur la sécurité, l'ergonomie et la productivité, Eric est passionné par l'amélioration de l'industrie d'exploration minière, une carothèque à la fois. C'est à vous. Wow, merci beaucoup. C'est le fun. Donc, je suis Eric Mag. Je suis le gérant de la compagnie et la personne qui est le fondateur de CoreLift. Mon collègue va faire la partie techno et ergonomie. Aujourd'hui, on ne parle pas produit, on ne parle pas de ce côté-là. Je voulais commencer, par exemple, l'ICM, c'est une passion. Je suis membre national depuis 25 ans. On est membre à Sudbury, donc c'est là où on est basé. Notre semaine minière est dans un mois. Puis ça fait une couple d'années que j'en parle avec Robert pour essayer d'avoir des connexions pour votre semaine minière. Donc, Excusez. parfait. As-tu le... Oui, il est juste là. OK, prends-le, puis vas-y. Donc, aujourd'hui, on va parler ergonomie, mais je vais commencer parce que à soir, on retourne à Sudbury, puis demain, je suis sur l'avion pour l'ICM national. Donc, quand on pense à l'avion, on pense valise. Ça, c'est la première chose que quelqu'un qui pense à l'ergonomie va penser, c'est quoi le poids limite d'une valise? 25 kilos? 50 livres, c'est ça. C'est 22 et quelques, je pense, kilos. Quand ta valise est surchargée, ils ne sont pas contents. Ils vont te faire payer plus ou ils vont dire non, il faut que tu enlèves de quoi. Boîte de carottes à 3 rangées, NQ, 40 livres. Donc, qu'est-ce qu'on demande dans les carothèques? C'est de bouger des valises surchargées à la journée longue. Les carothèques n'avaient pas changé du temps de mon grand-père, puis j'ai dit, il y a une meilleure façon de faire. Donc, la boîte de carottes, là, le mouvement pour les mettre dans les racks qu'on fait souvent, c'est des mouvements qui sont, il va en parler, c'est des mouvements non ergonomiques. C'est free weight, puis c'est en mouvement pas, comment tu dirais, structurellement. Oui, une charge non ergonomique. Donc, tu mets beaucoup de pression sur ta corde, ta moelle épinière et ta corde spinale. Donc, c'est du stress vertical sur le corps. Puis, on a d'autres, disons, des risques. Quand, par exemple, c'est un bel exemple là, où quelqu'un essaye de mettre quelque chose sur une table montante qui est trop grand pour la table. Et finalement, moi, j'adore cette photo-là parce que ça semble, c'est parfait, ça. C'est 2 géologues, ça travaille, ils sont confortables. Mais il faut penser que chaque boîte qu'ils ont montée, ils ont pris de la pile derrière, ils ont penché, ils ont fait ce mouvement-là. Ils l'ont mis sur la table. Puis, s'ils étaient en train de travailler
la dernière rangée, ils sont à bras longs. Donc, ça, c'est juste des exemples. Là, on va laisser notre expert en ergonomie en parler. Avant de commencer à CoreLift, j'étais kinésiologue et biomécaniste pour 5 ans et demi dans le domaine de santé. Et une grande partie de mon rôle avec CoreLift, c'est l'analyse biomécanique. Donc, quand on pense à l'ergonomie, on pense toujours à quelqu'un qui tape sur son clavier, puis on veut faire certain que la chaise est à la bonne hauteur, puis la souris est bonne et ergonomique, puis le moniteur est en ligne avec les yeux. Mais vraiment, l'ergonomie, c'est catégorisé en trois gros facteurs: le physique, le cognitif et l'organisationnel. Donc, voici quelque chose que j'ai étudié en école. C'était comme le modèle d'ergonomie. Et aujourd'hui, on va prendre beaucoup de temps pour toucher sur le physique et le cognitif, peut-être comme 2-3 minutes chacun. Beaucoup de temps. Alors, des facteurs ergonomiques dans une karaté qui viennent à moi quand j'ai commencé mon rôle avec CoreLift, c'est surtout l'environnement physique. Donc, à la droite, on a une dame qui prend une photo de ses carottes avec ses pieds au bout de l'escabeau. Right? On voit ça tout le temps dans les karatés canadiennes. On a aussi quelqu'un qui bouge plein de boîtes chaque journée à la gauche. On a quelqu'un en bas qui fait beaucoup de gestes répétitifs. Donc, disons, si tu fais ton mag sauce dans tes mains, tu bouges toujours la carotte, tu bouges presque 70 morceaux de carotte par journée. Et aussi la posture. Donc, cette semaine, j'ai fait une tournée de 7 ou 8 karatés au Québec et en Ontario. Puis, chaque place que j'ai visitée, j'ai vu que la personne penchait ou elle avait besoin de bouger des carottes qui étaient beaucoup trop loin. Donc, ça met beaucoup de pression sur le dos, les épaules, les bras, les mains. Tout à fait. Notre rôle à CoreLift et le rôle des gens qui travaillent dans les karatés qui produisent la technologie, c'est de réduire le montant de pensée ou le montant de temps ou le montant d'effet qu'on a avec l'environnement physique. Donc, le domaine cognitif est influencé par l'environnement physique et l'amélioration de l'environnement du travail réduit la charge mentale et laisse plus de temps pour un géologue à faire d'autres tâches plus pertinentes que bouger des boîtes. On veut que les géologues sont contents et les préposés sont contents à la fin de la journée et pas tristes comme ce gars que j'ai trouvé sur iStock ce matin. Donc, comment est-ce qu'on adresse la performance, l'ergonomie et la sécurité dans les karatés? On a les politiques, les exigences, l'attitude de travail de la compagnie, autre chose comme la culture et les attentes du travail, mais aussi on peut utiliser la technologie. Dans les trentaines d'années, le domaine minier adopte de plus en plus de technologies, mais on a besoin d'être très picky dans la façon qu'on les adopte. Donc, on veut une technologie qui est facile à utiliser et qui va augmenter la capacité de notre karaté ou, en général, améliorer le workflow ou la place de travail. On ne veut pas de la technologie qui te fait sentir comme le gars à la gauche. Je suis certain qu'à un moment donné, il y avait une technologie que tu as utilisée. Moi, c'était un vieux GPS qui me disait toujours « rerouting, 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 rerouting ». Puis ça me fait sentir comme ce gars ici. Donc, observation de 20 plus années. Ce n'est pas mes observations, j'ai seulement visité comme 10 karatés, c'est les observations d'Éric. On a quelque chose qu'on voit assez souvent. Donc, premièrement, le risque de blessure. Ce n'est pas des gros risques. Il n'y a personne qui a mouru, que je connais, dans une karaté, mais on a plusieurs choses comme des blessures de main, de dos, des glisses et tombes, ça se tourne la cheville ou quelque chose, puis ça s'accumule. Disons que tu as 2 ou 3 par semaine pour 5 ou 6 ans, ça prend un toll sur quelqu'un. Autre chose, par exemple, c'est les tâches manuelles. Donc, dans les karatés qu'on a visités cette semaine et plus tôt dans l'année, on a vu qu'une boîte de la réception au dispatch, c'est de 15, 25, des fois 30 ou 35, dépendant du backlog, de mouvement de la boîte. Donc, une personne à travers du courant ou the course of le flow dans une karaté, ça monte 750 à 1250, des fois à 1500 livres dans une round pour une boîte. Donc, disons que la karaté fait 100 000 mètres par année, c'est beaucoup de boîtes et c'est beaucoup de choses à bouger. Oui, c'est beaucoup de valises. L'autre chose qu'on a vu, par exemple, c'est l'entraînement ou le training. Donc, c'est la même chose dans le domaine de santé que l'apprentissage se fait largement sur le terrain.
Donc, les personnes qui viennent de l'université ou du collège, beaucoup du temps, n'ont pas nécessairement le know-how que tu gagnes sur le terrain. Donc, le rôle de la technologie, c'est d'améliorer le processus de la première journée sur la job autant que la personne est complètement compétente à la job et peuvent le faire day-to-day stuff très facilement. Donc, une checklist d'adoption de la technologie, ça c'est quelque chose qu'on utilise à CoreLift quand on adopte une technologie, puis c'est quelque chose que je vois avec beaucoup de clients autour du Québec et du Canada. Donc, est-ce que cette technologie va améliorer la santé et sécurité et réduire le montant de blessure ou le risque de blessure? Si oui, comment? J'ai besoin de savoir exactement comment cette technologie va réduire le montant de blessure. Est-ce que c'est pinch points? Est-ce que ça réduit le montant d'eau sur le plancher? Des choses comme ça. Une autre question, c'est est-ce que cette technologie ajoute, remplace ou enlève une partie du workflow? Donc, moi, je ne suis pas un expert sur les karatek, mais généralement, la carotte qui entre, ça se fait tagging d'orientation, ça bouge à la prochaine stage de logging. De logging, ça se fait couper. Couper, ça va à sampling. Donc, il y a différentes étapes que passe la carotte du début vers la fin. Et ces petites tâches ont d'autres choses, comme laver la carotte, mettre la ligne, tourner la carotte dans les boîtes. Donc, on veut voir certain que si on adopte un morceau de technologie, si ça ajoute une étape dans le workflow, cette étape a besoin d'avoir beaucoup de valeur parce que le temps du géologue et du préposé est de très grande valeur. Donc, si tu ajoutes quelque chose pour aucune raison, tu vas juste te compliquer ta carotèque, puis les choses ne vont pas rouler très smooth. Une autre question qu'on se demande souvent quand on adopte la technologie à notre compagnie, c'est est-ce que la formation est rapide et facile? Donc, est-ce que le training se fait dans 1 ou 2 heures? Est-ce que je peux utiliser la technologie pour la fin de la première journée? Sinon, je vais prendre beaucoup trop de temps à essayer de m'adapter à la technologie, puis je perds mon efficacité et je perds mon temps. Donc, on a besoin d'être certain que la technologie qui est implémentée est facile à utiliser et que la formation se fait vitement. On veut toujours être ce gars ici, jamais ce gars-là. OK. Donc, un bon exemple de la technologie qui a été développée avec un très bon équipement et qui garde toujours en tête la personne, c'est les camions complètement autonomes. Donc, avant de passer ici à Amos la semaine dernière, j'ai été à une présentation par IAMGOLD. Donc, IAMGOLD a une mine côté Gold à peu près 2h30 de Sudbury. Puis, je pense qu'ils ont plus que 100 remorques et gros camions complètement autonomes. Donc, c'est vraiment une excellente opération, puis ça garde la personne complètement sain et sauf. Mais ce n'était pas toujours comme ça. Quand la technologie a commencé, on avait un système autonome qui pensait qu'une pile de gravier était un ours. Donc, on veut faire certain que si on adopte la technologie, si on n'adopte pas la technologie, on veut dire aux gens qu'est-ce qu'on a besoin, c'est quoi les changements qu'on veut et comment est-ce qu'on peut créer ensemble une technologie efficace comme vendeur ou equipment provider, puis les opérations minières. Donc, merci tout le monde. Si vous avez des questions, laissez-nous savoir. Merci. Donnez si vous avez des questions. 2 petits gifs. Des questions? Avez-vous déjà regardé pour un système ou quelque chose pour embarquer les boîtes sur les tables? T'sais? Là, je vois que le rack, ça monte, ça lève les distances, mais idéalement, pour que personne ne touche à la boîte et qu'il y ait sur les tables, ça, les tables à rouleau, on pourrait les pousser, mais un système qui automatiserait entre le temps qu'on rouvre la boîte sur le rack, mais le mettre sur la table roulante sans que ce soit un être humain qui prenne tout le temps. Puis avec le système des rouleaux, maintenant, on est capable de pousser puis finir puis continuer le workflow. Mais une des étapes majeures que je vois pour nous aussi, là, vous êtes venu visiter cette semaine à Odyssée, là. Mais tu sais, on embarque, on débarque, mais tu sais, on est capable d'être à un endroit, ne pas toucher à la boîte, puis que ça se fasse automatiquement avec un système, je ne sais pas comment, là, mais... Donc, on a un système qui fait ce rôle-là. Ça prend... Au Canada, typiquement, on n'a pas beaucoup de place dans nos installations. Puis il faut les chauffer. Donc, on a un besoin d'aller du
vertical à l'horizontale et des fois revenir au vertical. La seule façon, pas la seule façon, mais la meilleure façon qu'on a vue qui est comme ergonomique, c'est d'utiliser un rack qui est à plus bas hauteur sur un lève-palette et c'est de même que la personne puisse le remplir. C'est comme remplir une étagère, mais ton étagère, elle déplace pour la personne. Puis c'est là où on les a mis, on commence à les avoir à Voisey Bay, Lison, par exemple. Donc, ce système-là, tu peux quand même aller de ton horizontal à ton vertical sans que la personne ait besoin de le lever, c'est juste glisser les boîtes. Si on va une technologie encore plus élevée, on a fait des tests, on a regardé pour des façons à bras automatiques qui prend. C'est comme 10 fois le coût. Puis, qu'est-ce qu'Éric dit? C'est vraiment le cas, c'est que tu ajoutes des complexités qui sont mécaniques, qui sont peut-être pas comme ça ralentit ta capacité de fonctionner. Right? Mon français n'est pas parfait, là, mais je pense que tu comprends la réponse. Ouais? Oui, merci. OK. Y a-t-il d'autres questions? Good. Pas de trouble? La conférence de ce midi est donnée par M. Simon Fontaine. Oups, excusez. La conférence de ce midi est donnée par M. Simon Fontaine. M. Fontaine est directeur mine de la mine Kina de Wesdome depuis 1 an. Il y travaille depuis 6 ans au sein des départements d'ingénierie et d'opération. Titulaire d'un baccalauréat en génie des mines et d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université Laval, il cumule 12 ans d'expérience dans l'industrie minière. Au cours de sa carrière, il a développé son expertise dans des opérations en démarrage et techniquement complexes. Simon accorde une grande importance à la santé et sécurité, à la performance durable ainsi qu'au maintien des relations positives avec les communautés locales et autochtones ainsi qu'avec les employés de la mine Kina et leurs familles. Simon, c'est à toi. Ah oui. De ce côté-là. Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Merci pour l'invitation. C'est toujours des super événements. J'ai assisté à quelques reprises en personne. Puis pour ceux qui ne savent pas, là, sur les reprises sur YouTube, c'est génial. Une fois que les enfants sont couchés, on peut regarder ça tranquillement. C'est vraiment bien. On parle aujourd'hui de la mine Kina, compagnie Wesdome. Facilement un des sites miniers les plus beaux au Québec, c'est pas au monde, situé sur le lac de Montigny. On va voir ça dans quelques instants. Et non, c'est prospectif classique. Je vais m'efforcer de dire toute la vérité, seulement la vérité. Si j'ai quelques erreurs, fiez-vous aux communiqués de presse qui ont été validés, plus que mes paroles. Donc, Wesdome, 2 mines au Canada et dans le monde, en fait, 2 mines pour la compagnie. On a Eagle River en Ontario, qui est collé sur Val-d'Or, à 15 minutes de Val-d'Or. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la mine Kina. Donc, 2 mines extrêmement riches. Je ne sais pas si les statistiques sont encore à jour, mais en date de l'an passé, mine Eagle River était la mine avec les plus hautes teneurs, les réserves avec les plus hautes teneurs au Canada. Et Kina, numéro 4 au Canada. Fait que 2 dans le top 5, quand même pas négligeable. Quelques valeurs de la société. Dans le fond, Wesdome, au courant des dernières années, a eu un renouveau. On est un peu rené de nos cendres. Ça s'imbrique dans un optique de développement durable, création de valeur. 4 valeurs, bien sûr, en 2026,
très normal que les compagnies l'aillent. Sécurité, bienveillance, je ne passerai pas beaucoup de temps là-dessus. Là. On s'entend que tout le monde dans l'industrie minière est très conscient de l'impact de nos actions si on n'a pas ces valeurs-là à chaque étape de décision. Ce que je voudrais passer un petit peu plus de temps, responsabilité, excellence, peut-être qui nous démarque un petit peu de d'autres compagnies minières. La mine Kina, par le passé, d'ailleurs, je ne sais pas s'il y a quand même quelques têtes blanches. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont peut-être travaillé à mine Kina dans le temps, les années 90, 2000. Personne. En général, il y a quand même pas mal de monde qui ont passé par là. À l'époque, la mine Kina, c'était un joyau de l'industrie minière. Il y a eu plein de technologies qui ont été développées là. Dans les années 80, il y avait des scoops électriques, il y avait fait des drifts sous terre avec des tunneliers, un paquet de maîtrises et de doctorats qui ont été faits en mécanique des roches. Les infrastructures, c'était vraiment la fine pointe de la technologie. C'était à la fine pointe de la technologie dans les années 80-90. On est maintenant en 2026. L'idée, c'est qu'on veut recréer ce joyau-là, rayonner dans l'industrie minière. Voilà, une des raisons pourquoi l'excellence fait partie de nos valeurs. Donc, dernière slide sur la compagnie. Après ça, on s'en va plus sur Kina. Dans le fond, Wesdome, Eagle River et Kina ont sensiblement les mêmes, des défis différents, mais deux opportunités très semblables. À Kina, on a une usine qui a un permis et qui a déjà roulé par le passé à 2040 tonnes par jour. En ce moment, on roule tout près de 1000 tonnes par jour. Je vais expliquer un petit peu plus tard. Oups, on va avancer une de trop. On va expliquer un peu plus tard comment on se rend là. Et sensiblement la même chose à Eagle River, une usine qui peut rouler à 1200 tonnes par jour, mais qu'on alimente environ à 1000 tonnes par jour aussi. Fait que, dans le fond, l'idée, la stratégie de la compagnie, qu'est-ce qu'on fait pour réussir à utiliser nos infrastructures à leur pleine capacité. Donc, encore une fois, avec le public qu'on a, je pense que tout le monde sait où est la mine Kina. Fait que située à 15 minutes de Val-d'Or, tout près, sur le lac de Montigny, un magnifique site. Donc, en Abitibi, sur la 117, on connaît toutes les mines qui sont là. Un petit historique, dans le fond, mine Kina sur le lac de Montigny. Les premières découvertes, avant même cette ligne du temps-là, premières découvertes un tout petit peu avant la Première Guerre mondiale. Les premiers prospecteurs découverts de l'or sur, entre autres, l'île Cisco, l'île Parker, l'île Kina juste à côté. Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, c'était pas les meilleures années pour l'or. Première exploitation vraiment là, de Kina avec le deuxième puits en 1981. Falcon Bridge, McWaters dans ces années-là. Probablement que plusieurs personnes là, connaissent ces années-là. Kina, par le passé, des bonnes années, dans le fond. On n'a pas d'échelle de Y, mais 70, 80 000 onces environ là, dans ces années ici. Une mine à plus faible teneur. On minait environ du 4,5 grammes par tonne. On va le voir tantôt sur une longitudinale d'où est-ce que ce minerai-là provenait. 2006-2013 aussi, production plus faible un petit peu. On a essayé de monter le tonnage avec du matériel un petit peu moins riche. Donc de 2006 à 2013, ça fermait en 2013. De 2013 à 2016, la mine était en care and maintenance, en bon français. Et réouvert en 2017 pour de l'exploration. C'est là qu'on a découvert la fameuse zone Kina Deep, ce qu'on mine en ce moment, et qui est une grosse partie du futur de Kina et de Wesdome. 2021, conclusion de l'étude de préfaisabilité qui a été faite avec, je vois nos amis de BBA, avec BBA à l'époque, en 2020-2021. Et voilà, début construction d'une usine de remblai en pâte, première coulée en novembre 2022, qui nous a amené à la... Ah, il n'est pas dessus, mais dans le fond, début de la production commerciale, novembre 2022. Et première extraction de minerai à Kina Deep, 2024. Je pense que c'est une mauvaise traduction. Je vais regarder la slide en anglais, puisqu'on a sorti du minerai avant 2024. Voilà. Donc, petite présentation du site.
Vous voyez là, tout ce qui est en bleu, c'est le lac de Montigny qui continue vers le nord. Un site, je disais, magnifique. Là, on arrive le matin par le... je prends encore le mauvais bouton. Bouton ici. On arrive par le chemin à travers le lac. On a le lever du soleil à l'est, coucher du soleil en partant le soir si on finit plus tard un peu. C'est à la fois dans le fond, le lac, ce que je veux dire sur le lac, c'est à la fois pas un bénéfice, mais une bénédiction et une malédiction. Pourquoi une bénédiction? On a des gisements extrêmement haute teneur collés sur Val-d'Or qui auraient été assurément déjà minés depuis le temps. Le fait que c'est difficile d'accès, difficile d'exploration, ben, ça fait qu'ils sont encore là. On en profite en ce moment. Et côté malédiction, bien, naturellement, miner en dessous d'un lac, ça apporte son lot de défis techniques. Bonne nouvelle, le fond du lac est très, très imperméable. Il faut ajouter de l'eau sous terre pour être capable de miner. Pratiquement pas d'infiltration. Côté environnement aussi, on s'entend que on a ici notre parc à résidus collé sur le lac. Il y a eu beaucoup de travaux aux années 2020 et 2021. Toute la bordure du lac Est, je ne me trompe pas, a eu encore une fois, désolé de l'anglicisme, du deep soil mixing. Fait que le terrain meuble a été mélangé avec du ciment pour renforcer la berme. L'avantage côté environnement, c'est que c'est tellement un beau site et c'est tellement évident l'impact qu'on a sur l'environnement que nos employés ne sont pas très durs à convaincre. Là, que quand il y a une goutte d'huile qui tombe à terre, c'est assez évident qu'elle va finir dans le lac. Donc, on évite ça à tout prix. On prend tous les moyens pour l'éviter. On est au point 2 ici, zone presqu'île. C'est un gros projet des dernières années. Encore en ce moment et pour encore un mois environ, le seul accès sous terre se fait par le puits de production. Depuis presque 2 ans maintenant, on a commencé à développer un portail et une rampe qu'on appelle notre fameuse zone presqu'île, qu'on va voir un petit peu plus loin aussi. Donc, cette rampe-là, il nous reste une centaine de mètres à faire pour défoncer avec Kina. Ça va nous permettre plein de choses. Entre autres, on va plus que doubler notre quantité d'air sous terre. On installe des ventilateurs là-dedans. Nouvel accès sous terre, donc si c'est un problème avec le treuil, où on peut faire de la maintenance plus prolongée sur le treuil, on peut travailler sous terre quand même. Ça nous donne accès à des nouvelles zones minéralisées. Fait que cette zone-là nous débloque. En fait, c'est ça. C'est une des raisons, un des éléments très importants de notre stratégie pour réussir à remplir notre usine de traitement. Donc, Kina, longitudinale, je vais passer un petit peu de temps sur cette... c'est la partie que je connais le plus, en étant aux opérations et en ingénierie. Qu'est-ce qu'on a ici, dans le fond, en gris? La zone S50, principalement. C'est ce qui a été miné dans les années 80, 90, 2000. Un terrain assez difficile, teneur un petit peu plus faible que Kina Deep. Terrain, une alternance, il y a du basalte, il y a de la comatite, qui est un genre de schiste là, pour peut-être les géologues dans la salle. Accès sous terre, ça fait par le puits, le fond du puits est à 930 mètres sous la surface. Notre fameuse zone Kina Deep, avec des réserves là, dans les 2 chiffres, en haut de 10 grammes à tonne, qui commence au niveau 107. 107, on a des réserves jusqu'à tout près de 2 km. Fait que, dans le fond, plusieurs défis. Le terrain dans Kina Deep, c'est une espèce de cuvette. Le centre de la cuvette, c'est du basalte. Toutes nos infrastructures sont dans cette cuvette-là. Aucun problème de terrain là-dedans. L'or se trouve principalement au contact entre le basalte et le schiste, ou 100% dans le schiste. Donc, des beaux défis techniques là, de convergence. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont peut-être travaillé à l'APA par le passé. Un contexte un petit peu semblable à l'APA. Là, nos galeries se referment de façon plastique. C'est assez impressionnant à voir. Dans les années, fin des années 2000, début 2010, on a une galerie d'exploration qui s'en va presque jusqu'à Goldex. On a, pour ceux qui passent par Val-d'Or, le pont de la rivière Thompson. Le drift se rend quasiment jusque-là. Fait qu'un track drift, là, une galerie sur rail,
de presque 4 km et demi pour l'exploration. On va le voir un petit peu après là, pour notre zone du buisson. Zone presqu'île, je n'ai parlé un petit peu avec le portail. Dans le fond, la stratégie pour Kina, pour sortir plus ou moins 100 000 onces dans les prochaines années, la majorité vient de Kina Deep avec les plus hautes teneurs. On va faire des chiffrons, 70 000 onces qui viennent de Kina Deep, un 30 000 onces de presqu'île pour 4-5 ans. Alors, on va voir sur un autre longitudinal un petit peu plus loin, quand presqu'île va, après 5 ans, on va avoir moins de... on va achever la zone connue, même si c'est ouvert. On a la zone du buisson qui va venir pallier à cette baisse-là, dans le fond, pour notre plus ou moins 8 ans de vie de mine. Et on va parler par la suite, encore une fois, de pourquoi ça risque d'augmenter. Quoi d'autre dans Kina Deep aussi, dans le fond, dans les dernières années, beaucoup d'efforts qui ont été mis pour définir Kina Deep. C'est une géométrie très, très complexe, c'est très plissé. Ça prend beaucoup de trous de forage pour savoir exactement dans quoi on s'embarque. Par contre, depuis cette année, on a développé une galerie au niveau 109, une galerie au niveau 134. Fait que c'est depuis la réouverture de la mine, dans le fond, en 2017. C'est nos premières opportunités vraiment de faire de l'exploration Blue Sky, encore une fois en bon français. Allez voir qu'est-ce qui se passe là, autour de nos gisements connus en profondeur. Donc, une longitudinale un petit peu plus zoomée, moins zoomée en fait. Fait qu'on a encore notre puits d'extraction, S50 ici, Kina Deep qui s'en va en profondeur. On ne lira pas là, toutes les teneurs ensemble. Là. Pour ceux que ça intéresse, là, il y a quand même des grosses teneurs là-dedans. Donc, par la rampe, en fond, c'est une vue, on regarde vers le nord, c'est une vue est-ouest, on regarde vers le nord. On a miné la zone Martin en 2022 environ, un petit minage conventionnel. Là, c'était assez intéressant pour un ingénieur minier. Là, en 2026, on ne voit plus ça souvent. Petit minage conventionnel, là, jackleg, stopper, des petites galeries, un buggy. C'était assez intéressant. Dans Kina Deep, c'est tout ce qui est le plus conventionnel. Là, un minage retrait longitudinal, chantier, long trou, scoop, camion électrique, même à batterie dans notre cas. Je parlais tantôt de la zone du buisson. Donc, zone du buisson qui est rentrée en réserve l'an passé. On a fait beaucoup de travaux d'exploration au courant de l'été. On fore là, nos trous de forage au diamant sur le lac, sur barge. Ça aussi, c'est assez impressionnant à voir. Donc, comme je disais, presqu'île, 4-5 ans de vie de mine. Du buisson, sensiblement la même chose. Les deux ensemble équivaut à notre 8-9 ans pour Kina Deep. Beaucoup d'exploration qui se fait. Je ne suis pas géologue. Je ne peux pas vraiment commenter sur la géologie, mais j'ai quand même 2 yeux. On a vous voyez, c'est probablement un petit peu pâle, là, mais les traces de trous de forage au diamant en gris pâle. Tout ici, ça a été foré à partir du lac. On sait en Abitibi, les gisements, ça va principalement en profondeur. Donc, au niveau de Kina Deep, il n'y a absolument aucun forage de fait partout sur l'île, malgré qu'on a tous ces gisements-là qui sont connus. D'où, moi, personnellement, encore une fois, je suis aux opérations, je ne suis pas en géologie, mais je n'ai pas été très, très difficile à convaincre là, pour aller planter une galerie d'exploration au niveau 134, pour aller voir ce qui se passe dans cet horizon-là. Avec un 8 ans, 9 ans de vie de mine, les investissements qu'on peut faire sont quand même limités. On ne va pas foncer un nouveau puits demain matin, parce que le temps de le foncer, on va arriver en bas, la mine va être pratiquement... Nos réserves vont être pratiquement épuisées. Fait que l'idée aussi, pourquoi on met beaucoup d'emphase sur la géologie, si on peut monter notre vie de mine 15 ans, 20 ans, là, il n'y a plus de limite à ce qu'on peut faire. Nos rêves les plus fous pourront être exaucés. Nouveau puits, approfondir le puits, convoyeur vertical, tout ce qu'on pourrait rêver. Donc, une vue en plan qui montre sensiblement la même chose.
Donc, on a notre presqu'île, notre rampe d'exploration. S50 qu'on exploite, 50, Kina Deep, qu'on exploite un 800 tonnes par jour de minerais environ. Notre puits, on vise 1200 tonnes par jour, minerais et stériles confondus. Et notre fameuse galerie sur rail. D'ailleurs, au début, je disais, on a déjà eu un tunnelier sous terre dans les années 80-90. C'est cette galerie-là, sous terre, là, pour ceux. Bon, un jour, vous pourrez pas venir visiter. On peut voir sous terre, il y a des galeries rondes. C'est assez impressionnant. Donc, je parlais un petit peu d'exploration. 125 000 mètres prévus cette année. C'est pas rien. Nouveau, dans le fond, délinéation, conversion. Ça, c'est vraiment aux alentours de Kina Deep. Notre maille de forage, faut la descendre à environ 8 mètres, trou à trou, pour aller exploiter, dû à la complexité de la géologie. Et sinon, beaucoup de travaux là, en surface. Quand on parle de Dubuisson, c'est ici. West Dome, c'est une zone plus au nord, qui est connue depuis très, très longtemps. Dans le fond, quand West Dome a acheté Kina, c'était pour se faire un accès, qu'ils ont commencé à faire d'ailleurs, qu'on voit vers le nord. Un accès vers le nord pour aller chercher la zone West Dome. Et en chemin, ils ont croisé des zones qui n'étaient pas connues, arrêté quelques années pour les exploiter, jusqu'en 2012-2013, quand ça l'a fermé. Fait que beaucoup de travaux au niveau géologique. C'est d'ailleurs pourquoi on a déménagé notre Carotech là, au début de l'été pour avoir plus grand, rentrer plus de géologues, plus de techniciens, plus de carottes. Et si on voit en bleu le lac, pratiquement tout le lac de Montigny là, est claimé par West Dome. Tous nos travaux se concentrent principalement le long entre la faille Marbénite et Norbénite. C'est quand même des failles régionales, je crois que c'est le bon terme. Par contre, on commence à regarder aussi le corridor nord. Donc, il y a la zone West Dome que j'ai parlé un petit peu, qui passe à travers l'île Cisco. L'île Cisco, il y a déjà eu une mine. La mine Cisco qui a eu, j'allais dire 1 million d'onces, presque 900 000 onces qui ont été sorties de là dans les années 1929 à 1949. Donc, vraiment, franchement, c'est ça. Ce secteur ici est très, très peu exploré. Et il y a beaucoup de travaux qui se font de ce côté-là. On a aussi, là, jusqu'à l'autre côté, un secteur différent, zone Pontiac. Voilà. Donc, quelques cibles intéressantes. Vous voyez ici la Pontiac, qui est une minéralisation qui ressemble un petit peu à... qui est près de Malartic, et tout le secteur Shawkey aussi, là, qui ressemble plus à du Goldex. On a ce que vous voyez là, le trend ici. Je ne suis pas géologue, là, je ne peux pas vraiment commenter sur ça. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup d'or et ils montent des... Bon, je ris tout seul, désolé, c'est pas vraiment drôle, là, mais les géologues, ils arrivent tout le temps avec des échantillons de carottes puis de roches avec de l'or visible. On commence à avoir compris après quelques années, là, mais eux sont encore très excités par ça. Donc, dans le fond, perspective pour Kina. Fait que les chiffres qu'on voit là, c'est pour la compagnie en général, mais c'est pratiquement, dans le fond, à Kina, en 2026, c'est 100 millions de dollars d'investissement. Bien sûr, ça inclut le capital de maintien, je pense que c'est le bon terme. Donc, le développement, le fameux développement CAPEX, c'est inclus là-dedans, mais quand même, 50 millions capital de croissance, 50 millions capital de maintien. Là-dedans, ça inclut Presqu'île, ça inclut, on a une panoplie de projets, là. On a il se rend compte qu'il y a beaucoup de termes anglais. Un roadmap, en bon français. Pop quiz. Une feuille de route technologique sur 3 ans. Communication, téléopération. C'est pas nécessairement la fine pointe de la technologie. On a du rattrapage à faire, mais notre objectif, c'est on se rattrape, on apprend des meilleurs en région et l'objectif, c'est de les dépasser d'ici quelques années. Donc, ça inclut, entre autres, Presqu'île.
Fait que d'investissement en ventilation, ventilation sur demande, téléopération, évitement de collision, localisation de personnel sous terre, ventilation sur demande, je pense que je l'ai dit. Voilà, c'est vers ça qu'on s'enligne dans les prochaines années. Je pense que c'est là que j'en profite pour faire mon speech. Kina, on est un petit peu plus de 300 employés. On va monter à un peu en haut de 400, c'est l'objectif pour l'instant. C'est une petite mine, une petite compagnie. Ce n'est pas un gros bateau à faire virer de bord. Si vous-même ou vous connaissez des gens qui ont de la drive, qui ont envie de faire changer les choses, qui ont envie de prendre des projets et les amener, qui veulent se faire entendre, qui ont des bonnes idées, qui veulent qu'on les écoute, sont les bienvenus chez nous. Même chose aussi, il y a plusieurs fournisseurs là, qu'on fait affaire avec nous dans la salle. Premièrement, merci pour tous vos efforts et ce que vous avez fait pour nous dans les dernières années. Ça va encore avoir besoin de vous. Kina, le meilleur ne fait que venir, j'en suis convaincu. Et voilà quelques étapes là, vraiment plus spécifiques dans l'année, dans le fond. On a parlé de Presqu'île à quelques reprises. Dans le fond, Presqu'île qui est caché derrière ces arbres-là ici. On a reçu notre permis, on a commencé à exploiter. On n'a pas encore pris notre premier chantier, ça s'en vient au courant de l'été. Très, très excitant. Dans le fond, ça devient une deuxième mine. C'est plus tout le monde qui se pile sur les pieds dans Kina Deep. Beaucoup plus facile d'accès par la rampe. On peut rajouter des équipements, des gens plus facilement. On n'a pas beaucoup parlé. Un des défis dans Kina Deep, c'est que, justement, un gisement en profondeur, pas une très grande extension latérale, donc tout est assez compact. L'idée, dans une méthode de minage là, retrait longitudinal pour ceux qui sont peut-être plus en opération et ingénierie, le défi, c'est vraiment cycler des chantiers. Donc, dans ton cycle de forage, chargement, dynamitage, soutirage, remblayage, chaque étape est sur le chemin critique de ta production. L'idée pour réduire la pression sur les opérations, c'est d'avoir plusieurs chantiers en même temps en opération. Donc, on vient, en fait, la fin de semaine dernière, on a pris notre premier chantier au niveau 136. Ce que ça veut dire, c'est qu'au lieu d'avoir tous nos chantiers dans le même secteur, bien, on a tous ceux dans un secteur, plus un nouvel horizon de minage qu'on appelle. Donc, s'il y a un petit pépin à un endroit, bien, on peut se concentrer sur l'autre. Un autre élément très, très excitant, l'étude de préfaisabilité qui a permis le redémarrage de la mine était en 2021. Beaucoup de choses qui ont changé, plein de nouveaux gisements connus, meilleure connaissance du gisement, du contexte géomécanique. Donc, en juin 2026, ou en tout cas cet été, on a une étude de faisabilité qui va être émis et disponible à tous sur les marchés. Donc, on travaille très, très fort là-dessus. Et on continue de développer dans Kina Deep, même principe. J'ai parlé de l'importance d'avoir de multiples horizons de minage. Donc, l'idée, on continue de descendre notre rampe dans Kina Deep. On sera au niveau 142. À partir de là, on a encore un autre horizon de minage. Donc, l'idée, c'est tout le temps avoir un chantier en continu. Et on commence pour la première fois là, depuis la réouverture de Kina. On est capable de cycler des chantiers sans arrêt et ça va devenir de plus en plus facile avec Presqu'île, avec le niveau 142 qui s'en vient. Et ça fait déjà le tour pour moi. Merci de votre attention. Est-ce qu'il y a des questions? Bonjour, moi c'est Maxime de Sandvik. Je voulais juste savoir, nous sommes sur quelle dimension de galerie en ce moment, à votre niveau? Pas mal toutes 5 mètres par 5 mètres en général. En ce moment, côté équipement, là, on a des MT42 de Sandvik, de Epiroc. Oui, Epiroc. Scoop, Civerge, boulonneuse McLean. OK, parfait. Merci beaucoup. Mon nom, c'est Boubacar de ACP Environnement. Je
constate que la localisation et la dimension en surface de la mine, est-ce que pour vous, c'est une capacité limitante pour la durée de vie de la mine? Ouais, très bonne question. Ce n'est pas encore une capacité limitante. Dans le fond, tout notre plan de vie pour la durée de la vie de la mine, on est correct. On est quand même déjà en prévision de futurs gisements qu'on va trouver. On regarde nos options pour... parce que dans le fond, on a assez de place, mais on arrive à ses limites à la fin. Fait qu'est-ce qu'on peut faire pour le prochain gisement qu'on va trouver? On est déjà en train de travailler sur le dossier. Une particularité, notre usine de remblai en pâte, elle a été designée, peut faire, encore une fois, désolé pour l'anglais, là, mais peut faire du remblai en pâte standard, peut faire je m'essayais en français, des résidus épaissis et des thick and tails, là, fait que épaissis et asséchés qui peuvent être transportés par camion. Fait que ça va nous donner plusieurs options là, de rehaussement de digue et ou transport à l'extérieur du site. Mais l'idée, c'est ça, on en renvoie le plus sous terre possible avec le remblai en pâte. Puis, il va falloir qu'on agrandisse éventuellement. D'autres questions? Bien, merci. Oui. En fait, Éric et Éric. Merci beaucoup. Oui, c'est le polo traditionnel pour être sûr qu'il soit bien habillé sur les parcours de golf cet été.